attendez d'avoir eu le résultat pour avoir une base comparable adéquate. Parce qu'à un moment donné, si vous faites trop de changements, vous allez perdre un peu le fil de la tarification et des coûts associés à chaque chose, et vous ne serez jamais certain si vous avez une réduction ou une augmentation. Alors, on fait ça dans une deuxième étape, la mise à jour de la négociation. Ça va vous permettre un meilleur constat sur vos variations de coûts. L'échéancier idéal, on va y revenir quand même, mais dans la négociation gré à gré, on a dit d'obtenir les prix 3 mois d'avance, mais c'est aussi subordonné à l'envergure d'entreprise, c'est évident. Dépendamment de l'envergure d'entreprise, il pourrait arriver, ou des risques de l'entreprise, dépendamment, par exemple, des activités plus ou moins pointues de l'entreprise, ça pourrait faire en sorte qu'on ait besoin de plus de temps ou qu'on pourrait accepter moins de temps, moins de délai. Si l'entreprise des Premières Nations opère, disons, une cour à bois, une quincaillerie, ça peut se régler rapidement si on a un problème d'assurance en 2 mois. Si on a des opérations beaucoup plus à risque ou qu'on commence à avoir de l'aviation ou du maritime au travers de ça, bien, il faut se garder plus de délai parce que les assureurs ne sont pas en mesure de vous faire une cotation en bas d'1 mois. L'appel de proposition maintenant. Donc, on va en appel d'offres. Les conditions du marché. Un appel de proposition, quand le marché revient à la hausse, c'est le meilleur moyen pour freiner les augmentations. Vous allez me dire, oui, mais si le marché est à la hausse, tout le monde va augmenter. Oui. N'oubliez pas que l'assureur qui est au dossier, lui, il y a eu un appel de la direction en disant, cette année, on a besoin de plus de revenus, on augmente les taux. Il est assez pris dans son carcan. Le nouvel assureur qui viendrait avec un nouveau courtier, bien lui, il n'y avait pas votre affaire dans ses livres, donc il n'y avait pas vos revenus. Pour lui, l'augmentation de primes est moins importante parce que c'est une nouvelle affaire. Donc, ça peut avoir une incidence quand le marché commence à être à la hausse. Au même type que tantôt, j'ai peut-être un peu escamoté, mais au niveau des franchises, quand on revoit notre niveau de franchise, d'augmenter les niveaux de franchise ou de rétention dans un marché mou, c'est pas efficace parce qu'on n'a pas de réduction de prix. Alors, préférable de garder à des niveaux confortables et de conserver ces possibilités d'augmenter ces niveaux de franchise ou d'abandonner certaines assurances pour avoir une espèce, pour mitiger, pour avoir une espèce de pad, je m'excuse. Lorsque les prix réaugmenteront, on sera en mesure de dire, ouais, bien, on va augmenter la franchise, ça va limiter l'augmentation. Alors ça, c'est un exercice qu'on fait dans un marché qui est à la hausse à ce moment-là, en même temps que l'appel d'offres. Au niveau de la fréquence, bien, moi, je pense qu'aux 5 ans, à moins que vous ayez eu une couple de réclamations puis que vous êtes extrêmement insatisfait de la façon dont l'assureur vous a traité ou que vous êtes insatisfait du support du courtier dans le cadre de la gestion de votre dossier d'assurance. Au niveau des types d'appels d'offres, bien évidemment, les organisations publiques n'ont pas le choix. Comme parlait tantôt la dame du ministère du gouvernement fédéral, il y a des appels d'offres qui sont publics, on n'a pas le choix de passer par là. Mais dans les entreprises des communautés et dans les communautés des Premières Nations, je ne vois pas d'obligation d'aller en appel d'offres public. Ça peut se faire sur invitation. Auprès de combien de firmes de courtage? Je dirais au moins 3. Celui qui est au dossier, si on en est satisfait, plus 2 autres. Pourquoi 2, pas 1? Bien, le motif, c'est qu'on veut créer une pression sur le marché, obtenir les meilleures conditions et les meilleures garanties. À ce moment-là, si on a juste 2, puis il y en a un qui décide de ne pas se présenter avec une soumission, bien, on se retombe avec rien. Avec 2 soumissionnaires en extra du courtier au dossier, ça m'apparaît être une bonne quantité. Il faut aussi le qualifier. Vous savez, les courtiers d'assurance, de toute façon, sont tous visés par des organismes de réglementation. Ils ont tous l'assurance responsabilité obligatoire. Donc, on pourrait dire que, grosso modo, les firmes de courtage, c'est difficile de disqualifier une firme par rapport à une autre. Par contre, dans le marché pour les communautés autochtones, les communautés Premières Nations, je m'excuse, et les entreprises des Premières Nations, il y en a moins de monde. Et chacune des firmes de courtage que je n'ai pas énumérées tantôt, là, mais ceux qui veulent le savoir, je vous les dirai, ont des marchés ciblés, créneaux, exclusifs. Donc, souvent, si on fait un appel d'offres dans une entreprise régulière, qu'on demande 4-5 soumissions, on se ramasse avec des gens qui nous disent bon, « mais je n'ai pas trouvé d'assureur, ils sont tous réservés ou il n'y a pas assez d'assureurs pour faire ta business ». Dans votre marché, à vous, le problème ne se pose pas parce que chacune des firmes de courtage a vraiment développé des marchés exclusifs avec des créneaux exclusifs auprès de certains assureurs. Je ne vois pas trop le problème. Par contre, je vous ai souligné la question du blocage de marché ou assignation des marchés. Le blocage des marchés, c'est que si le courtier au dossier est au fait que vous allez en appel d'offres,
Son premier réflexe, s'il y a d'autres assureurs potentiels pour lui qui pensent qu'il peut en avoir d'autres, il peut essayer de les appeler et d'obtenir, je m'excuse, juste de signifier à l'assureur qui veut demander une soumission, et à ce moment-là, l'assureur le réserve dans le sens qu'il ne soumissionnera pas pour personne d'autre. Et dans le marché des entreprises dites, disons, qui ne sont pas des Premières Nations, dans les entreprises régulières, parce que ce n'est pas des marchés ciblés, c'est la démarche automatique des courtiers quand ils savent que leur client va dans un appel d'offres, c'est qu'ils prennent le téléphone puis appellent 5-6 assureurs potentiels pour dire « Je vais te demander de me présenter une soumission », ce qui fait que les autres soumissionnaires qui se présentent n'ont pas de soumission parce que le marché est déjà réservé. Le principe, si on appelle ça assignation des marchés, c'est qu'on invite 2, 3 firmes, 4 firmes. Dites-nous avec qui vous voulez soumissionner comme assureur pour les assurances qu'on demande, telle catégorie, etc. Et on va dire, OK, toi, tu vas avec un tel, puis toi, tu vas avec un tel. L'échéancier idéal, bien, il faut au moins être prêt à faire... Ça prend quasiment un mois à faire votre révision des risques et des besoins d'assurance. Il faut donner au moins un mois au soumissionnaire. Après ça, bien, il vous reste un mois pour analyser les soumissions qui vous sont proposées, une semaine et demie. Puis s'il y a un changement, bien là, il faut aussi planifier la transition d'assureur, l'échange de notes de couverture, les échanges de certificats, les clauses, etc. Il faut planifier ça un bon 3 mois d'avance. Au niveau de l'échéancier idéal, il y avait quelques mots que j'ai oublié de vous dire. Oui, OK. Au niveau des échéanciers, il y a 2 autres aspects que je veux traiter. Les assureurs ont plus d'appétit en début d'année qu'en fin d'année. Quand on arrive en fin d'année pour obtenir des soumissions, ils sont loadés de beaucoup de demandes de soumissions d'une part, et ils ont atteint leur plafond par rapport à leurs capitaux et surplus, comme on a dit au début, d'aller chercher des primes d'assurance. Donc, ils sont vraiment occupés, peuvent démontrer un peu moins d'intérêt et un peu moins d'appétit. Donc, c'est préférable d'avoir des renouvellements, je dirais, mai, juin. L'autre affaire, il faut faire attention aux périodes d'été puis aux périodes des fêtes. Tu peux me corriger si tu veux. Mais du 15 décembre au 5 janvier, là, il ne se passe à peu près rien dans le domaine de l'assurance, donc ce n'est pas un moment propice pour commencer à travailler, négocier des contrats d'assurance ou obtenir des conditions. Même chose les fêtes d'été. Dans les communautés, vous avez vos périodes de chasse. Plus dans le sud, ben c'est les périodes de vacances de juillet et août, entre autres la construction notamment. Fait qu'à ce moment-là, il faut avoir cette préoccupation-là quand on fait nos démarches dans notre timing, de réfléchir aux situations de disponibilité de marché et de disponibilité des ressources dans les marchés. Alors, si on veut conclure, le principal facteur d'un succès de renouvellement, on l'a vu au départ, bien évaluer votre situation, vos besoins, qu'est-ce qu'on a assuré qu'on n'avait pas besoin, quelle sorte de franchise on a pris quand on ne s'est pas posé la question de couvrir, comme j'ai dit tantôt, des vieux pick-up qui s'évalent moins que la franchise. On réévalue ça. Il faut faire dans notre démarche, qu'elle soit d'appel d'offres ou de négociation de gré à gré, d'avoir un échéancier qui vous laisse la marge de manœuvre. Le problème dans le renouvellement des assurances, c'est que les clients ont presque jamais de marge de manœuvre pour prendre des décisions ou prendre une direction différente. Et évidemment, l'approche proactive, c'est-à-dire de ne pas se gêner de mettre en compétition les fournisseurs. Moi, je vous le dis, les qualités des polices d'assurance qu'on peut obtenir et les réductions qu'on peut obtenir, c'est carrément en fonction de la compétition qu'on va mettre entre des fournisseurs. C'est là que tout le jus sort. Ça termine pour cette petite présentation qui, normalement...